Bonsoir. Bonsoir à vous autres et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette entrevue en compagnie de Raphaël. Je me permets de commencer par les annonces et de vous rappeler le spécial de la soirée, c'est-à-dire que à l'issue de cette conférence, pendant la pause, si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de notre ami Raphaël, vous pouvez à ce moment-là choisir l'une de ces cassettes à travers la liste de tout ce qui a été enregistré ici par Raphaël. La prochaine conférence aura lieu samedi prochain à 20 heures et aura pour titre Comment réussir sa vie. Dimanche 17 août, séminaire d'une journée donné par Raphaël. Le sujet de ce séminaire est Pour comprendre le sommeil. Pour les inscriptions et informations, il faut voir Mario Gosselin. Alors ce soir, Mario Gosselin nous a mijoté au menu, il a préparé une conférence qui a pour titre l'éducation et les trois dimensions. Ça fait que juste avant de commencer, j'ai demandé à Raphaël c'était quoi l'éducation et les trois dimensions. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Comme moi, je n'en sais pas plus que lui. Encore une fois, ça promet. Alors, Raphaël, maintenant, je pense qu'une fois que tu es assis, tu es branché. Je ne sais pas si c'est sur l'énergie cosmique ou sur ton coussin. Il va falloir que tu nous trouves au moins trois dimensions à l'éducation pour ne pas faire pâlir notre ami Mario Gosselin. Alors, en route. Je vais vous avouer que parler ce soir de ce sujet de l'éducation, c'est pour moi quelque chose de très important et c'est pour moi aussi un discours qui va être d'une extrême gravité. Parce que le problème de l'éducation au XXe siècle, c'est le plus grave problème de notre humanité. Et c'est le problème qui, en même temps, est le moins compris et le plus vilipendé. Parce que on est dans une période de transition et parce que une certaine structuration de l'éducation qu'on a connue dans le passé est en train de tranquillement disparaître sous des influences que l'on croirait particulièrement bonnes ou liées à l'ère du Verseau ou liées à différentes structures d'un nouvel âge, alors que très souvent, c'est des forces contraires à ce nouvel âge qui doit venir qui interviennent. Donc, l'éducation que je vais vous présenter ce soir, ou plutôt le modèle éducationnel que je vais essayer d'expliciter est celui que l'on retrouve déjà à l'aube de cette ère supramentale sur Terre, lorsque Saint Paul écrit sa première lettre à Timothée, et où il parle de l'épiscope, et il dit l'épiscope devra garder ses enfants dans la soumission de manière digne. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi un épiscope? Bon, l'épiscope, c'était les évêques. Alors, les évêques, à l'époque, devaient garder leurs enfants dans la soumission de manière digne. Or, pour vous dire, c'était le modèle, le summum du modèle d'éducation dans l'aube du christianisme. Eh bien, ce summum dans le modèle éducationnel, qui est basé sur trois dimensions, on va le voir tout à l'heure, eh bien, ça demeure toujours, bien qu'on veuille le mettre de côté pour des raisons que je vais vous expliquer également, ça demeure toujours le point central de ce qu'on peut faire et de l'intervention que l'on peut amener au sein de l'éducation, justement, pour faire en sorte que notre civilisation devienne de plus en plus réceptive et perceptive des impulsions de l'esprit, de ce qu'on appelle le supramental, de ce qu'on appelle les dimensions au-delà de la personnalité. Mais ces dimensions ne peuvent prendre possession de l'individu ou s'intégrer dans l'individu de manière correcte que par un modèle d'éducation qui sera donc le modèle supramental d'éducation ou dans un autre terme, le modèle chrétien de l'éducation. Mais pour comprendre l'éducation, il faut d'abord comprendre les différents aspects de l'homme et du développement de l'homme, puisque lorsqu'on parle d'éducation, et ce sera le cas ce soir, on est plus porté à parler d'une intervention auprès des enfants, auprès des jeunes qu'auprès des adultes. On pourra voir les deux aspects, mais disons que je vais axer au niveau des enfants, parce que pour moi, il se joue actuellement sur la planète un combat crucial, et c'est sur le plan de l'éducation qu'il se joue ce combat-là. Et le problème, c'est que on ne comprend pas le mode de développement de l'homme. On ne comprend pas le mode de développement de la tripartition de l'homme, c'est-à-dire de son esprit, c'est ce qu'on avait signalé parce qu'il y a toujours une suite entre les conférences, de son esprit, de son âme et de son corps, et comment il y a jonction entre l'esprit, l'âme et le corps, et de quelle manière cette jonction s'établit progressivement au cours des 21 premières années de l'enfant. Alors, durant ces 21 années, c'est un peu ce que nous allons présenter également ce soir, il se produit des phénomènes très précis de développement des différents véhicules, des développements également et d'éveil de certains aspects de l'esprit et de construction entre l'esprit et les véhicules de ce qu'on appelle la corde d'argent.
Hein? La corde d'argent, c'est pas simplement un cordon qui vous relie lorsque vous faites un voyage astral. La corde d'argent, c'est ce qui permet aux différents véhicules d'entrer en relation les uns avec les autres, aux différents corps, et également, c'est ce qui permet d'une certaine manière à l'esprit de manipuler tous ces corps. Or, durant les premières années de l'enfance, cette corde d'argent se développe, ainsi que les différents véhicules, et l'esprit tranquillement prend possession de ces corps jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. L'erreur qu'on a commise dans les modèles d'éducation, surtout les modèles d'éducation qu'on appelle du nouvel âge, c'est de projeter sur l'enfant la vision de l'adulte. C'est de projeter sur un enfant qui se développe une notion et un concept d'un être imago, d'un être qui est rendu à la plénitude de son développement après 21 ans. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On projette cela sur l'individu et on réagit de la manière suivante en disant, bien, cet enfant devrait se prendre en main. Hein? Je suis au sein d'une école ésotérique qui, ce mois-ci, a publié une leçon sur l'éducation. Et c'est ce qu'on a fait comme erreur. On a projeté le modèle de l'adulte sur l'enfant, en disant l'enfant doit se prendre en main, l'enfant doit développer son programme d'éducation, il doit décider ce qu'il veut apprendre et quand il veut l'apprendre et comment il veut l'apprendre. Et on nous dit, voilà l'ère du Verseau. À l'époque de l'Inquisition, à l'époque où l'Église écrasait les magiciens, les occultistes, tout ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, cette personne fait de la magie noire, ou elle a des pratiques contre nature, ou alors elle parle au diable, et il la brûlait. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle au nom des principes traditionnels et éternels de l'éducation en notre 20e siècle occidental, on dit, dans les milieux ésotériques ou dans les milieux savants ou dans les milieux de pionniers, on dit c'est un homme qui est resté avec la vieillère des poissons. Hein? C'est pas un homme du Verseau, c'est pas un homme du Nouvel Âge, c'est un vieil homme du Poisson qui veut garder des vieilles doctrines et des vieux modèles d'éducation qui sont périmés et qui faisaient partie d'une ancienne dispensation. Voilà l'accusation et l'inquisition que les gens qui veulent garder vivant sur Terre cette tradition de l'éducation chrétienne ou supramentale, voilà de quelle manière on les bannit, si on veut, des modèles plus nouveaux ou des modèles dits ésotériques ou dits de pionniers. Et vous remarquerez que c'est les gens qui se prétendent le plus les pionniers, qui sont en fait les plus retardataires et qui bloquent cette impulsion de l'éducation. Mais ça, c'est une parenthèse que je ne vais pas faire. Mais enfin, le fait... Ça soulage. Ça soulage, c'est sûr. J'en viens à mon sujet. Donc, on construit les différents corps. Non, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai fait cette parenthèse. C'est quand même important. On construit donc tranquillement les différents corps. C'est pourquoi, durant la période des 21 premières années, les parents, ceux qui ont la première fonction d'éducation. Par la suite, les pédagogues, ceux qui prennent en charge les enfants durant le jour, au niveau des garderies, s'il y a des garderies, au niveau de l'école, la maternelle, si la personne va à l'école, la maternelle, ce qui est dans la plupart des cas, ce qui se produit, ces gens-là ont donc une très grande responsabilité, car ils doivent connaître le développement réel de l'individu, le développement psychologique de l'individu. Savoir qu'à une certaine époque dans l'évolution, entre 1 à 7, entre 7 et 14, entre 14 et 21, la personne vit à l'intérieur certaines expériences, vit la possibilité au niveau de son esprit, de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de certaines dimensions de son être. Bon, de 1 à 7 ans, c'est beaucoup plus la dimension vitale, éthérique, c'est la dimension végétale de la personne qui s'éveille. Donc, l'individu va tranquillement prendre une expérience dans le monde par l'imitation. Alors, vous avez les enfants qui imitent les parents. Donc, à ce moment-là, le modèle éducationnel doit être basé sur un phénomène d'imitation, c'est-à-dire sur une personne qui va donc faire image, va présenter la chose qui doit être vécue. Bon. Ensuite, c'est tranquillement aussi, c'est toujours la dimension végétative, mais tranquillement, c'est la dimension émotive qui commence à s'éveiller, c'est le corps astral. Donc, il y a encore là une intervention, bon, je vais détailler tout à l'heure, je vous fais seulement un plan général de l'évolution, il y a encore une intervention du pédagogue ou de l'éducateur ou du parent qui doit être faite à ce moment-là pour que ces pulsions émotionnelles, astrales, puissent être canalisées dans une bonne direction. Et ensuite, tranquillement, c'est l'éveil du mental, c'est l'éveil de la rationalité. Alors là, c'est le temps d'amener le développement logique, c'est le temps d'amener différents concepts au niveau de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, de ces choses-là, pour que tranquillement la personne puisse développer cette partie d'elle-même. Alors, ce que l'éducation permet, c'est que la personnalité, tranquillement, devienne
malléable, qu'elle puisse recevoir un jour et accepter les impulsions de l'esprit intérieur. Durant ces 21 années, ce qui est très important, c'est que les corps, que ce soit le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel ou astral, ou le corps mental ou l'intellect, soient tranquillement entraînés, de manière, je dirais, militaire, avec une discipline très rigoureuse, pour que le moment où ce véhicule ou cet esprit va vraiment prendre contact avec ses corps, il se trouve face à une personnalité qui répond aux stimuli de l'esprit. Donc, c'est pourquoi l'éducation dans ces 21 premières années est tellement important, parce que à ce moment-là, on fait ou bien une personnalité qui va être réceptive à l'esprit, ou alors une personnalité qui ne sera pas réceptive à l'esprit. Et qui va être réceptive à quoi? Qui va être réceptive à toutes les intelligences extérieures qui vibrent à la même tonalité que la personnalité. Bon, luciférien qu'on a étudié dans les semaines précédentes, arimanienne, toutes ces influences perverses vont facilement prendre le contrôle de l'individu. Donc, l'éducation est basée sur un principe qu'on ne veut plus reconnaître aujourd'hui et que je vais quand même présenter avec force, c'est le principe de l'autorité. Il n'y a pas d'éducation sans autorité. L'erreur, c'est de croire que les enfants sont capables d'être leur propre schéma d'autorité, alors que leur personnalité n'est pas encore développée et que cette personnalité doit d'abord apprendre l'obéissance durant ces 21 premières années avant d'être en mesure d'obéir à l'esprit et de se prendre elle-même en charge. Alors, je répète encore une fois, au risque de paraître ennuyeux, cette erreur de projeter un modèle réalisé, un modèle adulte, sur un enfant. Si on n'arrive pas à cette obéissance face aux parents ou face à un éducateur quelconque, si on n'est pas capable, en un mot, d'obéir à quelqu'un qu'on voit, comment pourrons-nous obéir à quelqu'un qu'on ne voit pas, à un esprit subtil, à notre propre esprit, qui va tranquillement prendre en charge ces véhicules, comment pourrons-nous lui obéir? C'est pourquoi, dans le début, ce qu'il faut développer chez l'enfant, c'est un sens de l'autorité, un sens de l'acceptation de ce pouvoir qui est devant lui et qui, en quelque sorte, représente son propre esprit, puisque l'esprit de l'enfant n'est pas encore complètement dans le corps. Donc, il faut un modèle externe, exotérique de l'autorité pour qu'il puisse vraiment comprendre et commencer à saisir que cet esprit qui est en dehors de lui pour le moment, ses parents ou son éducateur, va progressivement devenir intérieur. Alors évidemment, l'éducateur doit tranquillement faire la transition entre l'esprit qui est extérieur, l'autorité extérieure, et l'autorité qui tranquillement va devenir intérieure. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on récapitule des phases anciennes d'évolution. Parce que lorsqu'un homme naît, il faut bien réaliser une chose, même si vous êtes un grand initié, que vous êtes un être très évolué de par vos nombreuses incarnations antérieures, lorsque vous naissez, eh bien, dans le berceau, vous braillez. Puis dans le berceau, vous mettez le pouce dans la bouche. Et le Nazaréen, dans la mangeoire, a fait comme un enfant ferait dans une mangeoire, quoi. Alors, ça, il faut bien comprendre ça. Vous êtes un être exceptionnel. Durant ces années-là, vous allez quand même devoir, et c'est ça le travail de la jeunesse et de l'adolescence, construire ces corps et tranquillement les prendre en charge. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait en un mot? Il récapitule ce que on a fait depuis des milliards d'années dans notre évolution. Et dans cette involution, jusqu'aux phases récentes de l'Atlantide, où il y a eu cette loi planétaire qui a dit dorénavant, Elohim se reposera, c'est-à-dire les entités qui nous guidaient jusqu'à maintenant vont se taire pour permettre à l'homme de prendre sa propre expérience, eh bien jusque-là, on a été guidé de l'extérieur, par nos guides de lumière, par nos instructeurs, par nos dieux, alors les dieux des Hébreux, les dieux des Grecs, les dieux de toutes les civilisations égyptiennes, ainsi de suite. Ces dieux existaient vraiment, c'était des guides invisibles qui dirigeaient l'humanité. Alors l'enfant, durant toute sa phase qui l'a conduit à sa majorité, à l'âge de 21 ans, est guidé aussi par récapitulation, par des maîtres extérieurs que sont ses parents. Et il doit avoir, l'enfant, par rapport à son éducateur, c'est-à-dire à celui qui est qui va lui enseigner, ou par rapport à ses parents, il doit avoir la même révérence, la même dévotion, le même respect, la même attention, je prends des termes du catéchisme, que l'ancien avait
devant ses dieux. Que Pharaon avait, lui, l'être tout-puissant, lorsqu'il montait sur la montagne de l'initiation et qu'il s'agenouillait devant les êtres de Sirius qui venaient lui porter ses directives. La même attention, le même respect, la même dévotion que Moïse a eu sur le mont Sinaï lorsque l'Éternel lui a remis les tables de la loi. Parce que jusqu'à 21 ans, les tables de la loi sont extérieures. Et ce n'est qu'après cela qu'il y a un renversement. Et qu'à partir de ce moment-là, l'esprit entre véritablement à l'intérieur de l'individu et les tables de la loi deviennent intérieures. Alors c'est le but, évidemment, d'avoir les tables de la loi à l'intérieur de soi-même. C'est toute l'image du tabernacle dans le désert construit par Moïse. C'est qu'éventuellement, l'homme arrive au terme du chemin à avoir cette loi à l'intérieur. Mais pour s'y rendre, il faut cette loi extérieure. Et c'est le problème de l'éducation. Le problème de l'éducation, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale. Et le problème de morale s'articule sur deux grandes questions. Première question, c'est la suivante, ou plutôt, c'est une réponse à une question. La question serait, que doit-on faire? Hein? Eh bien, la première réponse, c'est la suivante. Il faut d'abord avoir la connaissance, ensuite on passe à l'action. Ça, c'est un modèle éthique. Ce modèle éthique est le modèle de l'autorité extérieure. Puisque vous avez une autorité qui a une expérience, qui représente un savoir, qui représente une connaissance et qui vous dit quoi faire. Bon. Deuxième réponse qu'on donne en éthique, en morale. Bon, c'est élémentaire. J'ai fait un cours d'éthique, on était obligé dans mon bac à l'université. C'est les deux grandes questions, deux grandes problématiques qu'on nous a données. L'autre, c'est on passe à l'action, ensuite on obtient par cette action la connaissance. Là, c'est l'autre modèle. Le premier modèle, connaissance qui dirige l'action, c'est saint Thomas d'Aquin. Le modèle action qui amène la connaissance, c'est saint Augustin. Exotérisme, et au veut ésotérisme. Bon. Alors, certains prennent position pour l'un, certains prennent position pour l'autre. Voilà l'erreur. L'erreur, c'est toujours d'être dans un côté exclusif. Bon, ça fait suffisamment de fois que je le dis, qu'on commence à être habitué à ce schéma-là. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est de mettre les deux. Je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant et l'adulte, c'est différent. Mais c'est justement là que ça se passe. Durant les premières années de l'enfance et de l'adolescence, la personne vit selon le premier modèle. Connaissance dirige l'action. Lorsque la personne atteint la majorité et qu'il se passe à l'intérieur de lui-même un revirement catégorique, une modification absolue, et que l'esprit qui est extérieur devient totalement intérieur, que l'étape de la loi qui est extérieure devienne intérieure, là, l'homme passe sous le registre de l'action qui lui amène la connaissance. Alors l'adulte, par l'action, va découvrir quelque chose, va obtenir une connaissance. L'enfant, par la connaissance, va déterminer son action, son agir, va construire ses corps de façon positive et va ensuite être réceptif à l'esprit. Et cette réceptivité à l'esprit, je reviens sur ma notion d'autorité, elle n'est plus acceptée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a amené cette démocratisation qui était un projet du protocole des sages de Sion en 1901, et qui était très, très bien établi. J'ai noté quelques éléments de ce protocole des sages de Sion. Premier élément important qui me semblait en rapport avec la conférence de ce soir. C'est en 1901 qu'on écrit cela pour un programme de manipulation mondiale. 1. Nous corromprons la jeune génération par des enseignements subversifs. À vous de juger si on y est. 2. Nous détruirons la vie de famille. 3. Nous minerons le respect de la religion. 4. Nous envenimerons les relations entre patrons et ouvriers, entre autorités et personnes qui obéissent. 5. Nous accorderons le suffrage universel afin de confier le gouvernement à des incapables. 6. Nous renverserons toutes les monarchies, c'est-à-dire un système basé sur l'autorité. Eh bien, après la réussite de ce programme de domination mondiale établi par les auteurs du protocole des sages de Sion, il est périlleux de présenter un modèle d'éducation basé sur l'autorité. Parce que l'autorité n'est plus reconnue, parce que nous avons nivelé tout par le bas. Et chaque personne est l'égale de l'autre. Alors, il n'y a plus d'instructeur. Donc, l'enfant qui va à l'école, il n'a pas besoin de se faire dire par son professeur quel programme d'éducation il va utiliser, qu'est-ce qu'il va apprendre, ou comment il va l'apprendre. Parce que selon le modèle de la démocratie, tout le monde est sur le même pied, donc l'enfant est sur le pied de l'éducateur ou de l'instructeur. Étant sur le pied de l'éducateur ou de l'instructeur, il n'a rien à recevoir dans un rapport d'autorité de cette personne. Puisque, bon, on nivelle par le bas, on met les incompétents au pouvoir. Voyez-vous? Ce qui fait que le modèle d'autorité n'existe plus. J'entendais, je vais vous illustrer jusqu'à quel point
l'enfant ou celui qui reçoit devrait avoir ce respect, cette dévotion, cette attention par rapport à son instructeur, à son éducateur, à son parent. J'entendais il y a quelques années, je crois de cela, ça m'avait frappé, ça m'est resté en mémoire, une entrevue que le cardinal Léger donnait ici à Montréal, Radio-Canada ou quelque chose comme ça, et il présentait une expérience, il a vécu une anecdote, lorsqu'il est allé pour la première fois rencontrer le pape, ça fera plaisir à notre ami François, il est allé rencontrer le pape pour la première fois. Évidemment, pour lui, c'était la représentation de l'autorité. Alors, il s'est rendu à Rome, il s'est rendu auprès de la structure vaticane, et puis là, il a été introduit auprès du pape, et il a fallu qu'il lui dise quelque chose. Alors, lorsque vous avez ce rapport par rapport à l'autorité, ce respect profond par rapport à l'autorité, évidemment, vous pouvez être nerveux, vous pouvez être étonné, vous pouvez être très, très profondément affecté par cette rencontre avec le Saint-Père. Alors, il raconte, cardinal Léger, en souriant évidemment, que la première fois qu'il a adressé la parole au pape, étant tellement imprégné de cette notion d'autorité et de ce respect, qu'il ne savait plus, il ne trouvait plus ses mots, il lui a dit « Je salue votre très saint siège ». Hein? Alors, évidemment, il y a des réactions diverses. Aujourd'hui, face au prélat de l'Église, il y en a qui courbent l'échine, il y en a qui se redressent, il y en a qui tirent au pistolet à eau, d'autres au vrai pistolet. Alors, les réactions sont multiples, disons, dans une démocratie, mais ça illustre très bien ça, le principe d'une autorité qui va être tellement bien perçu par celui qui s'y est soumis, ou celui qui accepte cette autorité, ça va créer un choc émotif, ça va créer un choc profond à l'intérieur de l'individu. Ça va créer vraiment une relation qu'on appelle la relation d'autorité. Eh bien, l'éducation, qu'on le veuille ou non, est basée sur cette notion d'autorité. Et c'est pourquoi saint Paul dira donc dans sa lettre à Timothée, eh bien, vous devrez élever vos enfants dans la soumission de manière digne. C'est-à-dire que les enfants doivent être soumis aux parents de manière digne. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de manière digne? Ça veut dire de faire en sorte que l'éducation se passe bien. Hein? Ne pas arriver puis assommer les enfants. Hein? C'est ce qu'il dit d'ailleurs ailleurs. N'exaspérez pas aux enfants, dit-il, lorsqu'il dit la femme doit être soumise à l'homme, etc. Je ne voulais pas trop le citer, mais ce parti-là. Mais ensuite, il dit, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Bon, ça veut dire quoi? De manière digne et sans exaspérer ses enfants. Ça veut dire d'y aller de manière subtile. C'est vous qui avez la connaissance en tant qu'éducateur. C'est pas l'enfant. Donc, il faut faire en sorte que tranquillement, l'enfant accepte ces principes que vous connaissez parce que vous savez qu'à telle époque de sa vie, il doit passer telle épreuve, qu'il doit arriver à acquérir telle capacité, eh bien, vous le faites de manière subtile en faisant en sorte que tranquillement, l'enfant lui-même dise la chose. Hein? Vous vous préparez, autrement dit. Moi, lorsque j'ai une réunion dans un milieu ésotérique pour prendre des décisions, ce que je fais, c'est que pendant 2 semaines avant, tous les jours, les idées que je veux voir se réaliser au cours de cette réunion, je les répète. Alors, ça, c'est un principe d'éducation, la répétition. Alors, je me sers de ma structure éthérique, qui est la structure la plus puissante à l'intérieur d'un homme qui se christifie. Je me sers de cette structure éthérique, puis je répète. Alors, pendant 2 semaines, à tous les jours, pendant 1 heure, parfois, lorsque c'est important, je vais répéter et travailler la question que je veux présenter. Alors, je me rends à la réunion, et puis j'ai un mot à dire ou parfois rien, et puis quelqu'un propose l'idée, et puis tranquillement, ça fait son chemin, et puis l'idée, à la fin, est adoptée. Sans que j'aie eu à me battre. Alors que si je n'avais pas fait ce travail-là, je serais arrivé à la réunion, puis peut-être j'aurais dû taper sur la table, j'aurais dû me batailler un peu parce que c'est un projet à l'emporte-pièce, comme on me le reproche souvent, un projet trop vaste, etc. J'ai même pas besoin de faire ça, parce que je me sers d'un principe, d'un corps qui est mien, qui est le corps éthérique, et par la répétition, je crée la force et la forme pensée qui, par la suite, permet une réalisation. Bon, tout à l'heure, quand on verra certains principes, justement, d'éducation, je vous parlerai de ce principe de la programmation, car la personnalité est programmable. Et la personnalité étant programmable, c'est à ce moment-là que, par une éducation très, très jeune chez l'enfant, on peut lui montrer comment il peut arriver à ses buts, arriver à un résultat. Hein? On pose souvent la question à ceux qui font beaucoup de choses, comment
Arrivez-vous, hein, on pense au maire Drapeau, on pense à des personnages comme ça. Comment ils peuvent arriver à réaliser autant de choses? C'est très facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se programment. Hein? Ce sont des gens qui, avant de se lancer dans un projet qui demande une somme extraordinaire d'énergie, ils vont pendant quelques temps, 6 mois ou pendant quelques semaines, se dire à telle époque, à telle date, je vais faire telle chose. Et se programment. Et cette programmation entre de manière très précise et forme des lignes de force dans le double vital, dans le double éthérique, de telle sorte que, lorsque le moment est venu, hein, la chose se réalise avec beaucoup moins d'efforts et une chose qui paraissait extraordinaire devient facilement applicable par un individu qui a donc fait cette programmation. Or, très jeune, on peut présenter à des enfants qui sont en train de développer cet éther, c'est-à-dire, bon, de 1 à 7 et aussi de 7 à 14, eh bien, c'est le moment de leur enseigner justement comment se programmer. Ils veulent réussir quelque chose, ils veulent réussir un examen, ils ont commencé à l'école et tout ça. Il s'agit de leur enseigner comment, par la répétition, à tous les jours, s'ils ont un projet qu'ils veulent voir se réaliser, par la répétition constante et régulière de cette idée, de ce projet, par le fait de le construire à l'intérieur d'eux-mêmes et puis de le répéter, eh bien, ils vont arriver au résultat. Et alors, vous prenez, évidemment, je ne suis pas pédagogue, mais vous prenez des images pédagogiques qui vont toucher l'enfant. Bon, c'est une personne, par exemple, qui est en train d'étudier les mathématiques, les tables de multiplication, eh bien, vous pouvez prendre l'image des tables de multiplication, lui expliquer que il répète constamment les tables de multiplication, il finit par les avoir. Il finit par les avoir de disponibles. Donc, de la même manière, en répétant les phases de réalisation d'un projet, on finit par les obtenir, ces phases de réalisation du projet, et arriver au projet. Ça, c'est une éducation et c'est une construction du corps vital, c'est une construction d'un véhicule de l'homme. Et plus tard, cette personne, par cette discipline, va être en mesure, avec ce corps vital, de servir l'esprit, de servir les dimensions intérieures. Si vous dites à l'enfant, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, bâtissez votre programme d'éducation, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est simple, vous allez en faire des délinquants futurs. Vous allez en faire des délinquants futurs parce que ces gens n'auront pas discipliné leur corps vital. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas créé dans leur double éthérique ces lignes de force, ces structures. Le corps vital va être un peu comme nébuleux. Et c'est pourquoi je vous dis, le sujet de ce soir, c'est un sujet d'une rare gravité. Parce que dans les milieux dits pionniers, on enseigne le contraire, malheureusement. Hein, on dit aux gens, laissez vos enfants se développer, etc. Alors, on laisse un corps vital qui se développe, comme ça, ici et là, et on ne met pas les lignes de force. De telle sorte qu'un enfant, lorsqu'il devient adulte, n'est pas capable de discipline. Et vous le verrez dans les années qui viennent, ces enfants qu'on est en train de laisser aller à leur propre fantaisie. Vous verrez dans les années futures comment ce seront des gens qui ne seront pas capables de se discipliner. Hein? Aujourd'hui, vous râlez, hein, pour prendre une expression française, vous râlez contre les systèmes d'éducation des frères, puis des religieux, puis de l'Église qui vous a écrasé pendant tous ces siècles. Mais c'est à cause de cette éducation que vous êtes capable aujourd'hui d'égager de la gangue stérile, d'avoir une discipline suffisamment forte pour que, dans les choses difficiles où la personnalité voudrait aller dans d'autres directions, dire non, c'est dans cette direction que je vais. Je veux me conscientiser. Alors, je n'irai pas, pour prendre un exemple qui va bien aller avec le centre, je n'irai pas au PMC une fois tous les 6 mois. Je vais y aller toutes les semaines. Hein? Si vous n'aviez pas eu l'éducation dite horrible, hein, de ces temps passés, eh bien, vous ne seriez pas capable de vous rendre toutes les semaines au PMC. Hein? Et parce qu'il y a un soir de PMC, vous n'auriez pas le goût d'aller au PMC. Mais l'homme n'est pas un être de goût. L'homme non éduqué, c'est un être de goût. C'est un animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a faim, il mange. Lorsqu'il s'endort, il se couche. Hein? L'homme éduqué, hein, s'il s'endort, il ne se couche pas. Hein? Et si vous aviez il ne se couche pas nécessairement, je veux dire. Si vous allez dans un restaurant avec des gens, et puis que vous vous endormez tout à coup, hein, puis que vous mettez à ronfler, les gens vont dire quoi? C'est une personne sans éducation. Hein? Ils ont raison. Hein? Puis plus profondément qu'ils croient, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas devenue un être surnaturel. C'est un être naturel. C'est un être naturel. Ça veut dire que ses pulsions naturelles sont plus fortes que cet esprit de discipline, d'entraînement militaire qui, par l'éducation, permet que ce ne soit pas le corps qui régisse, mais l'esprit. Alors, ils ont faim, peut-être, mais si ce n'est pas le temps de manger, ils ne mangeront pas. Ils s'endorment, peut-être, mais si ce n'est pas le temps de s'endormir, ils ne s'endormiront pas. Eh bien, c'est ça l'éducation. C'est ça qui permet progressivement l'autorité
de créer une discipline intérieure. Vous pourrez être d'accord sur les points qu'on a utilisés pour l'éducation ou ne pas être d'accord. C'est-à-dire, vous pensez qu'on vous a inculqué des choses fausses ou des choses vraies. Ça n'a aucune importance. L'éducation n'est pas là pour vous donner l'instruction. L'instruction et l'éducation, c'est différent. Hein? L'éducation n'est pas là pour vous dire ce que le monde est. L'éducation est là pour que vos véhicules, au terme de votre récapitulation, c'est-à-dire de l'enfance et de l'adolescence jusqu'à 21 ans, pour que vos véhicules soient prêts par la suite à être pris en charge par l'esprit. C'est uniquement le rôle de l'éducation. Alors, on le fait par la répétition et la discipline au niveau du corps éthérique. C'est pourquoi on demande aux jeunes d'avoir une discipline. Je me rappelle très bien mes années au primaire. C'était dirigé dans les premières années par des religieuses à l'école Gendreau à Quaticook. Lorsque le professeur d'anglais entrait dans la salle, aujourd'hui on dirait « mon Dieu que c'est terrible », mais lorsque le professeur d'anglais entrait dans la salle le matin, on se levait tous debout, comme lorsqu'un magistrat entre, et on disait « Good morning, Mrs. Perrault », on m'en souviendrait toujours, là on l'apprenait par cœur. Alors là, elle nous demandait « How are you ?» On disait « Fine, thank you ». Elle s'assoyait, on s'assoyait. Vous allez dire « C'est bête, hein? C'est pas bête du tout ». Hein? Peut-être que Miss Perrault, c'était une personne qui n'avait pas d'allure. Peut-être que c'était une bonne personne. Peut-être qu'elle était digne qu'on se lève debout lorsqu'elle entre ou qu'elle n'en était pas digne. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on se levait debout puis on s'assoyait. Donc, on avait une discipline. Et cette discipline fait en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, après toutes ces années, je vous vois toujours, mes instructeurs, je vous vois toujours les gens qui occupent sur le plan hiérarchique une position supérieure à la mienne. Et j'ai toujours, vous voyez mes professeurs, partout dans toute ma scolarité, j'ai toujours eu par rapport à mes professeurs une relation de respect. Parce que j'ai été formé à cela. Et ça, c'est important parce que par la suite, on est capable d'avoir du respect pour notre propre esprit, pour notre propre Christ intérieur qui veut s'exprimer, et on est capable de mettre de côté la personnalité. Alors, ça se fait par l'éther, par la répétition et par le rituel, le rituel debout, ainsi, etc. Par la suite, ça se fait au niveau de l'astral. Lorsque le jeune commence, vers l'âge de 12 ans, à ressentir les pulsions du monde émotionnel. C'est un moment très, très important. Il récapitule la chute originelle. C'est-à-dire qu'il récapitule le moment où l'influence luciférienne a pénétré au niveau de son système cérébrospinal, le serpent, la colonne vertébrale et l'encéphale qui forment la tête, et a commencé à le programmer intérieurement à une chose qui n'est pas négative en soi, la sexualité, c'est pas négatif en soi, mais l'a programmé à utiliser sa sexualité en dehors de la direction des anges. Parce qu'à l'époque, l'homme était dirigé dans sa sexualité par les anges, comme les animaux aujourd'hui, à des périodes aux périodes où ils se reproduisent, eh bien, ils sont comme amenés par une force à se rencontrer et à se reproduire. Puis ensuite, de la même manière, nous étions en Atlantide, dans les premiers temps, et en Lémurie surtout, on était amenés à des temples, dans des lieux sacrés, lorsque les positions planétaires étaient correctes, par ces forces angéliques, et là, on se reproduisait de manière sacrée. Là, les gens enfantaient, non pas dans la douleur, ils enfantaient sans douleur, parce que c'était selon des lignes de force qui étaient correctes, et il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Les problèmes sont arrivés lorsque Lucifer a dit « Mais écoutez, vous n'êtes pas les inférieurs de ces anges, etc. Vous pouvez, si vous mangez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, devenir semblable aux dieux. » Et pour reprendre l'expression de mon confrère Monseigneur Schaffner, c'est là qu'ils sont devenus odieux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que c'est là qu'ils ont commencé à se croire l'égal de l'instructeur. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur sexualité en dehors de toute règle, en dehors de toute loi, en se foutant des lois divines, en se foutant des lois cosmiques, en faisant leur goût. Ils ont développé... Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont choisi leur programme d'éducation. Ils l'ont fait comme ils voulaient et quand ils le voulaient. Voilà ce qu'ils ont fait. Et faisant cela, ils se sont enlisés dans la mort, ils se sont enlisés dans la souffrance, la femme a enfanté dans la douleur, etc. C'est très simple. C'était normal, c'était nécessaire, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, il revit cette expérience. C'est pourquoi l'adolescence est un moment très crucial, justement sur le plan éducationnel. Parce que là, il faut essayer de faire comprendre à l'individu qu'il y a une récapitulation de phases anciennes. Donc, un homme normal, un homme ou une femme, une adolescente ou un adolescent normal va subir, sur le plan sexuel, la même influence qu'autrefois on a vécu sous la domination luciférienne, parce que c'est une récapitulation.
Ceux qui ont réussi par la discipline à contrôler cette force, au moment de l'adolescence, ils entrent en contact avec les forces supramentales et avec les forces christiques. C'est Saint François d'Assise qui a ses visions à cet âge-là, Bernadette de Soubirous a ses visions à cet âge-là. Mais une personne normale subit une récapitulation de la chute. Et c'est là qu'il faut arriver avec l'éducation sexuelle. Pas les fleurs, les petits oiseaux, peut-être les bébites, comme on en parlait autrefois, mais une éducation sexuelle sérieuse où on explique ce qui est en jeu comme force. Bon. Dans la tradition occidentale chrétienne, il y a la confirmation. Je donne actuellement une série de 7 conférences à Sherbrooke sur les sacrements et leur dimension ésotérique. Ça sera publié en 87 sous forme de 7 livres, puisque c'est un sujet très important. Alors, dans la confirmation, ce qui se produit, c'est qu'il y a des lignes de force qui sont créées dans l'invisible, dans le corps du jeune, pour que la force qui s'éveille de l'astral, la force sexuelle, puisse être canalisée dans une bonne direction. Autrement, en dehors, disons, de la magie, parce que c'est le domaine de la magie et de la théurgie, en dehors de cela, dans l'éducation, je dirais, profane, par rapport à l'éducation sacrée qui est donnée par des initiés ou par des gens qui ont la fonction de le faire, eh bien, dans l'éducation profane, il faut apprendre aux jeunes à se servir de cette force, à se servir de cette énergie. Encore une fois, à lui montrer que par cette force sexuelle, il peut arriver à ses buts. C'est-à-dire qu'il peut se servir de cette énergie sexuelle, la diriger dans une certaine direction et, si on veut, transcender l'objet. C'est-à-dire que plutôt d'être un objet de pure passion, devenir un objet qui serait un projet particulier. Et réorganiser, évidemment, ça se fait à plusieurs niveaux selon la psychologie de l'individu, puis toute éducation est individualisée, c'est pas un schéma qu'on applique, qu'on plaque sur les gens. Eh bien, tranquillement lui montrer à se servir de cette force et à diriger dans des œuvres qu'il veut réaliser. Et c'est plus tard, au niveau de l'âge adulte, que de toute façon, on est obligé de l'apprendre. Et vous allez dans les écoles ésotériques, vous allez dans les mouvements occultes, vous faites du yoga, etc., pour essayer de prendre cette énergie qui est en vous, qui est créatrice, et la diriger dans une direction particulière. C'est déjà au niveau de la jeunesse quelque chose d'important, d'expliquer avec les mots qui conviennent ses forces et l'enjeu de ces forces. Et qu'est-ce qui se produit, en fait? Et comment l'homme doit contrôler son corps et demeurer maître de ses véhicules, plutôt que de se laisser manipuler par les forces externes. Les forces de la passion sont des forces externes, ou sont des forces de la personnalité. Il faut apprendre à la personnalité à obéir à des dimensions supérieures. Et à partir de ce moment, c'est pourquoi dans l'éducation ancienne, proscrivait beaucoup de pratiques sexuelles, etc. Et puis on a dit c'est du refoulement. Bon, tout à l'heure j'entendrai tout ça de toute façon, parce que je vais laisser la parole à mon ami François, entendre toutes ces objections s'il est là pour ça. Mais je reste quand même convaincu du fait que c'est très important d'affirmer cette obéissance. Hein? Je vous donne un autre exemple. J'ai écouté dernièrement à Second Regard à Radio-Canada une entrevue que le préfet de la Sacrée Congrégation pour la foi, Monseigneur Radiguer, a donné, puis il disait, je l'ai d'ailleurs cité dans une conférence précédente, l'obéissance, ce n'est pas devenir servile, ce n'est pas d'être manipulé ou d'être un esclave. L'obéissance, c'est une dimension de la liberté. Voilà ce qu'il faut apprendre aux jeunes qui commencent en lui à ressentir ses forces de sexualité, c'est que ces forces de sexualité, lorsqu'elles obéiront à sa volonté, voilà ce qui sera l'une des plus grandes dimensions, si on veut, de sa volonté. Enlever ce concept d'obéissance, qui représente le concept d'autorité dont je vous parlais tout à l'heure, ça coïncide à vouloir faire un pas en arrière. Vouloir faire un pas en arrière et redonner à la personnalité le plein pouvoir, le plein contrôle. En lui disant, ben écoute, t'as faim, mange. Hein? Voilà ce qu'on dit dans l'éducation sexuelle aujourd'hui. T'as faim, mange. Sois animal. Laisse exprimer ta personnalité au maximum. Parce que c'est la personnalité qui doit l'exprimer. Et puis on dit ensuite, c'est l'âge nouveau. C'est la nouvelle éducation. On fera des gens merveilleux, des gens qui vont être pleinement épanouis. Hein? Parce que on n'a plus cet aspect de l'obéissance extérieure à une autorité. On n'a plus non plus cet aspect d'obéissance de sa propre personnalité ou à ses propres dimensions intérieures d'esprit. Évidemment, je ne veux pas ni vous choquer, ni faire accusation à vos modes de vie,
à vos modes d'éducation, à ce que l'Occident du 20e siècle vous a inculqué et que vous croyez vôtre, toutes ces idées de pseudo-liberté. Je ne veux pas faire accusation à ça. Je ne veux pas du tout venir interférer avec ce que vous pensez. Maintenant, vous m'avez invité pour vous dire ce que moi je pense de l'éducation. Et l'éducation à 3 niveaux, pour de ça, 3 plans, 3 dimensions. Eh bien, c'est ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, c'est ce que Saint Paul en pensait, c'est ce que la tradition supramentale enseigne au 20e siècle. C'est d'impliquer et d'incruster dans tous les véhicules de l'homme le principe d'obéissance jusqu'à ce que, à l'âge de 21 ans, la personne soit en mesure de se prendre en main après une période de transition. Autrement dit, je suis en train de vous dire que l'éducateur doit se faire respecter, que l'éducateur doit être... J'accepte, je suis moi-même très collégial, hein. Bon, j'accepte que les choses se fassent aussi sur l'horizontale, mais on doit mettre quand même l'éducateur comme un éducateur, l'instructeur comme un instructeur, et lui reconnaître une autorité qui est là. Si on est capable de faire ça, au niveau de l'enfant, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que cet éducateur, que ses parents sont l'esprit de l'enfant. Parce que l'enfant est dépossédé de l'esprit. Alors, l'éducateur ou le parent fait office d'esprit pour cet enfant. Et tranquillement, à mesure que l'esprit va pouvoir prendre ces véhicules et que l'esprit des parents va les avoir construits, ces véhicules, de façon correcte, de façon à ce qu'ils soient complètement dociles pour l'esprit de l'enfant, eh bien, tranquillement, la transition va se faire beaucoup plus facilement. L'esprit du jeune va s'incarner, va se fusionner à ces différents corps, et la personne va être une personne totalement autonome, parce qu'elle aura un corps qui lui répondra. Mais pourquoi aujourd'hui on va vers cette société du protocole des sages de Sion et qu'on dit que c'est le modèle du Verseau? Eh bien, c'est parce que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile parce que ce modèle du protocole des sages de Sion, c'est le modèle qui est l'archétype vibratoire qui entoure notre Terre et qui est manipulé par ces forces ténébreuses de l'Agartha. Alors, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à l'Agartha. Et c'est beaucoup plus facile pour les parents de ne pas prendre leur responsabilité d'éducateur et dire à leur enfant, ben, tu fais ce que tu veux, tu vas apprendre. C'est beaucoup plus facile parce que si on est éducateur, eh bien, et puis qu'on a une autorité, il faut se comporter de manière digne par rapport à cette autorité. C'est-à-dire que au moment où l'enfant se développe par la répétition et par l'image, il faut être un exemple. Être un exemple, c'est pas facile. Au moment où l'enfant commence à développer son corps astral et son corps mental, il faut être un être qui connaît ou qui sait. Il faut être un savant. Parce que l'enfant va avoir besoin de directives. On va devoir, lorsqu'il est à une époque cruciale de son développement, on va devoir intervenir en tant qu'éducateur de manière précise, de manière juste, pour que cette personne-là devienne plus tard un porteur de lumière, devenir une personne autonome et non pas un délinquant. Donc, il va falloir exprimer un savoir. Le problème de l'éducation, c'est que les éducateurs sont sans savoir, sont sans connaissance. Alors, étant sans connaissance, évidemment, la voie la plus simple, c'est de s'en remettre à la personne incompétente elle-même qui est l'enfant. Car un enfant est un incompétent au niveau de sa propre gérance jusqu'à ce qu'il puisse, justement, par ces lois du développement de l'esprit, des corps et de l'âme, prendre contact avec ses corps. C'est pourquoi on dit l'éducation à 3 dimensions. Parce qu'il faut tenir compte du développement de l'esprit, du développement de l'âme et du développement du corps. Il faut tenir compte des développements septénaires du corps, de l'âme et de l'esprit, et des développements septénaires qui relient tranquillement tous ces véhicules, ces âmes et ces corps, par une corde d'argent, par des liens très subtils, jusqu'à l'âge de 21 ou de 28 ans, où la personne est pleinement en possession de ses moyens, pleinement en possession de son être, et peut là dire, j'ai l'étape de la loi à l'intérieur de moi-même. Mais avant ça, c'est pas possible. Alors, on en revient sur l'erreur que je vous répétais au début. On projette sur des enfants un schéma adulte qui ne convient pas du tout. Et on les prend pour des éducateurs, comme on prend les incompétents pour les meilleurs gouvernants, puis on les élit au pouvoir, on les met au pouvoir. Alors ça, c'est un élément qui, à mon sens, est d'une très grande importance. Et je vais maintenant expliquer la parenthèse que j'avais faite au début, pour ensuite permettre les questions. Si j'ai fait une parenthèse en vous disant qu'aujourd'hui, l'Inquisition, elle est basée justement sur cette espèce d'idée
que l'ère du Verseau, que l'homme nouveau, que l'être nouveau qui se développe va être structuré sur une base aplanie, où il y aura plus de conférenciers, il y aura plus d'instructeurs, où il y aura plus d'autorité, et tout le monde va faire ce qu'il veut, hein? Eh bien, ce modèle-là, c'est dommage qu'on le présente comme le modèle des pionniers, parce que les gens qui n'ont pas de connaissances, les gens qui ne connaissent pas l'homme, hein? Rudolf Steiner, qui est le meilleur modèle dans l'éducation qu'on connaisse actuellement, Rudolf Steiner a écrit beaucoup de choses en disant, pour l'éducation, il faut connaître l'homme. Aujourd'hui, si on ne connaît pas l'homme, si on ne connaît pas les modalités du développement de sa constitution tripartite, de ces trois grandes dimensions, et puis qu'on ne sait pas que l'enfant, justement, a besoin d'une autorité extérieure pendant ces années, et qu'on n'intervient pas dans l'éducation, eh bien, sans ces connaissances-là, on peut se laisser embarquer très facilement par ce modèle qu'on présente comme étant le modèle de l'ère du Verseau. Parce que c'est un modèle intéressant, parce que c'est en fait notre grande aspiration intérieure, que tous soient des initiés, que tous aient la connaissance, que tous puissent faire les choses comme ils les entendent, hein. Et comme on est des adultes, et puis qu'on fonctionne sur le mode ontologique de l'expérience mène à la connaissance, eh bien, on ne réalise pas nécessairement que l'enfant, lui, fonctionne sur le modèle inverse. Alors, on peut se laisser séduire par ces théories. Hein? Et je ne veux pas non plus porter d'accusation contraire à ceux qui les défendent, ces théories. Ils ont le droit de les défendre. Tout ce que moi je peux dire en tant que traditionnaliste Rose-Croix, pour prendre une expression connue, c'est que c'est contraire à la tradition Rose-Croix, c'est contraire à la tradition christique, c'est contraire à la tradition supramentale, c'est contraire à l'évolution du 20e siècle. C'est tout ce que je peux dire. On peut me croire ou pas me croire. Bon. Et puis, je vous dirais que c'est contraire, de façon certaine, à l'ère du Verseau. Évidemment, puisque l'ère du Verseau qu'on attend, bon, un de mes amis astrologues dit que c'est la tarte à la crème des astrologues, je suis un peu d'accord, hein, on nous lance ça en pleine figure à tout moment donné. Oui, mais l'ère du Verseau, c'est pas comme ça. Bon, l'ère du Verseau, ça sera bien comme on le fera, hein. Et puis si on n'est pas plus brillant qu'on l'est aujourd'hui, l'ère du Verseau sera pas plus brillante que cette ère du Poisson qu'on est en train de traverser. D'ailleurs, que cette ère du Poisson est déjà très brillante, et elle a été d'ailleurs davantage dans le passé qu'aujourd'hui. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que les principes de l'éducation, surtout depuis l'événement, donc il y a 2000 ans, intégration du supramental sur Terre, n'ont pas à changer. Le problème, c'est qu'on croit que tout doit changer, hein? On attend un nouveau Dieu, on attend un nouvel instructeur, on attend un nouvel enseignement, on veut changer, hein, parce que l'homme veut changer. L'homme est un être changeant. L'homme est un être qui aime l'exotisme. Hein? Alors, lorsqu'il y a de l'encens qui brûle, lorsqu'il y a des petites choses qui viennent de l'Orient, ça l'excite, puis il danse, et puis il entre en transe. Bon, l'homme a besoin, a un goût, une curiosité néfaste au niveau de ces choses nouvelles. Alors, intérieurement, dans un tout petit coin de notre subconscient, c'est ça qu'on attend. Hein? On attend quelque chose de nouveau, enfin. Hein? C'est toute la dynamique du protestantisme. Un nouveau sermon, une nouvelle chanson tous les dimanches. Hein? Et puis, on y va dans les choses nouvelles. Eh bien, cette idée, tranquillement, elle est imprégnée en l'homme. De telle sorte qu'on veut le changement. Donc, on attend un nouveau Dieu. Hein? On est comme les Juifs, on attend le Messie. Hein? Bon. Comme disait un de mes professeurs, il est venu puis il est reparti. Hein? C'est pas la peine de s'asseoir, d'attendre le Messie, ou d'attendre quelque chose qui va être nouveau, là, qui va nous apporter une solution extraordinaire. Le modèle d'éducation de l'Épître à Timothée, hein, il sera éternel jusqu'à la consommation des cycles, qu'on le veuille ou non. Hein? Que l'on veuille ajouter qu'est-ce que l'on voudra, qu'on veuille amener tous les modèles qu'on voudra, le modèle fondamental qui permet le développement de l'homme, c'est celui-là. Parce que c'est un modèle basé sur la connaissance. C'est un modèle qui tient compte de la différence entre un enfant et un parent. Hein? On ne veut plus croire la différence entre le peuple et l'autorité, le gouvernement. On ne veut plus croire la différence entre un homme et une femme. On ne veut plus croire la différence entre ceci ou cela. Hein? Il y en a toujours une, même si on ne la croit pas. Hein? Eh bien, la différence qu'il y a entre un enfant et un parent, qu'on la croit ou qu'on la croit pas, c'est pas une question de croyance, elle existe. On peut se mettre la tête dans le sable comme une autruche et se faire aller les plumes. On peut se faire boucher les deux yeux, faire n'importe quoi. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien à la constitution de l'homme. Et la constitution de l'homme, elle ne changera pas jusqu'à la consommation des cycles, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre présente évolution, de notre présente incarnation de la Terre. Donc, la Constitution ne changeant pas, notre intervention sur cette Constitution doit être la même. Elle doit s'adapter. On ne peut jamais faire une pure répétition. Évidemment, on reprend les principes traditionnels ou éternels de l'éducation et on les modèle, évidemment, à notre société d'aujourd'hui. Lorsqu'on voudra développer l'intellect de l'enfant, on ne servira pas du boulier.
hein, de l'époque de la Renaissance. On va se servir des ordinateurs. C'est très bien. Alors, l'éducation, dans son application, change, hein, mais dans ses principes, demeure totalement la même, ou la même depuis les origines de la connaissance sur la Terre, depuis les origines du moment où l'homme a dû se prendre en main, s'individualiser et acquérir l'autonomie. Et ça s'est produit il y a 2000 ans. À partir de ce moment-là que sur Terre, le programme d'éducation planétaire a été que l'homme, un jour, s'affranchisse de toute autorité extérieure. Mais pour que l'homme s'affranchisse de toute autorité extérieure, ce qu'on a oublié, hein, c'est qu'il doit d'abord assumer l'autorité extérieure. C'est ça qu'on a oublié. Alors, on a pris les tables de la loi, on les a cassées. Et puis là, on est heureux, on danse autour, on fait un feu. Hein? Mais les tables de la loi qu'on a cassées, c'était la seule possibilité éventuelle de s'affranchir totalement de la loi. Parce qu'on ne peut pas s'affranchir d'une chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas s'affranchir d'une chose qu'on n'a pas intégrée. Prenez donc nos modèles de psychanalyse, de thérapie psychologique. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On essaie que les gens assument et intègrent des événements qui, dans leur passé, ont été tragiques et qu'ils n'ont pas justement intégrés et qui, aujourd'hui, les rend esclaves. C'est ça qu'on fait. Alors, on remonte dans le passé, puis tout à coup, on se rend compte que la personne, bon, si on est dans le modèle freudien, etc., n'avait pas accepté son père ou sa mère parce qu'il était amoureux de sa mère ou de son père. Bon, c'est le modèle freudien, mais n'importe quel modèle qui soit stupide, hein, comme l'est parfois le modèle freudien, ou génial, comme l'est parfois le modèle de Jung, peu importe le génie de ces modèles sont toujours constitués sur une intégration de phases antérieures qu'on n'aurait pas assimilées et qui nous rendent esclaves. Alors, le problème de l'homme du 20e siècle, c'est qu'il n'a pas assimilé les phases antérieures de cette loi extérieure. Et ne l'ayant pas assimilé, il en est esclave, parce qu'il ne les connaît pas, parce qu'il ne les maîtrise pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense s'affranchir en les jetant encore plus loin. Bien, c'est exactement ce que le subconscient fait, parce que l'homme est subconscient. Le subconscient va prendre ces images tragiques de l'enfance, va les refouler. Ils vont pouvoir juste sortir un petit peu dans les rêves, bon, des choses comme ça. C'est le modèle, encore une fois, de la psychanalyse de Freud. Eh bien, de la même manière, au niveau du développement de l'homme, le subconscient planétaire, le subconscient de l'homme, refoule ces choses. Essaie de les masquer, de les cacher en disant « c'est une vieille affaire des poissons, oublie ça, oublie ça. » Et puis, qu'est-ce qui se passe? La névrose augmente. La névrose, ça devient de plus en plus importante. Mais ça, si un homme adulte veut être un névrosé, c'est son problème. Le problème, c'est qu'il fasse de ses enfants des névrosés. Ça, c'est plus grave. Et c'est pourquoi, dans les milieux où l'on s'intéresse au développement de la conscience, au développement ésotérique, au développement de la spiritualité, au développement du mental, peu importe de quoi on s'intéresse, pourvu qu'on s'intéresse du développement, eh bien, c'est là qu'il faut faire attention. Et pas aller donner aux gens qui nous entourent des modèles qui sont contraires à l'évolution de l'homme. Alors, c'est pourquoi j'ai fait cette parenthèse au début, parce que je crois que c'est très grave, au risque de me faire encore tirer des flèches. Je suis sûr que j'en ai avoir encore à la pelleter, mais ça ne m'empêchera pas de dire ce qui doit être dit autour de l'éducation. Alors voilà, en gros, les principaux aspects que je voulais vous présenter au niveau de l'éducation. Et ce n'est que ces aspects-là qui permettront un jour que le corps physique dise à l'esprit « je te promets respect et obéissance ». Que le corps vital, hein, qui est cette force énergique, dynamique, puisse dire à l'esprit « je te promets respect et obéissance ». Que le corps astral, hein, qui galope où il veut, hein, actuellement, et qu'on essaie de faire galoper encore plus dans toutes les directions, ce corps-là pourra dire, hein, c'est un cheval, quoi. Le cheval pourra dire à son cocher « je te promets respect et obéissance ». Et que finalement, les cordeaux même qui rattachent le cocher au cheval, qui est notre mental, le mental qui est orgueilleux, le mental qui a été joué finalement par les lucifériens en se disant qu'on était, après tout, nous aussi l'égal des dieux. Hein, c'est le début de la démocratie, la chute d'Adam et Ève. Il y a des gens qui vont être choqués là. Ce mental-là puisse dire « je te promets respect et obéissance ». Ou autrement, c'est le désordre total. C'est le désordre absolu. J'allais dire c'est le bordel, dans tous les sens du terme. Parce que on est des êtres naturels. Alors, on a le choix, et c'est l'éducation qui permet ce choix, entre demeurer un être naturel, animal, manipulé par les forces de la nature, c'est-à-dire par les forces de sa propre personnalité, ou un être surnaturel, un être divin, un être créateur, un être qui pourra prendre sa destinée en main et l'amener à bon port.
C'est ça qu'on a le choix. L'animal est inconscient, est totalement subconscient et refoule tout ce qui le dérange. L'homme assimile, intègre tout ce qui le dérange et en fait sa propre force. Dans les textes dépassés de l'ère des poissons et de l'ère du bélier qu'on retrouve dans la Bible, eh bien, on nous dit là, dans ces textes tout à fait hors de notre siècle, qu'il faudra faire de ses ennemis son marchepied. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qui est notre ennemi? C'est toutes ces choses non assimilées du passé. On doit en faire notre marchepied, c'est-à-dire qu'on doit s'en servir, on ne doit pas les rejeter. On doit les mettre en dessous, par exemple, et puis monter dessus. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça que l'éducation nous permet. C'est de prendre cette personnalité qui est notre ennemi, dans le fond, si on ne la dompte pas. Hein, c'est comme un cheval sauvage. Si vous prenez avec un cheval sauvage, ce ne sera pas votre ami. Si vous le domptez, votre cheval sauvage, par exemple, si vous l'éduquez, hein, puis que vous lui montrez que c'est vous le maître, qui doit vous obéir, comme un parent doit faire pour un enfant de manière digne, évidemment, eh bien, à partir de ce moment-là, le cheval devient votre ennemi et devient votre marchepied. Vous montez dessus, puis vous déplacez. Bon. Eh bien, c'est exactement ce que, tranquillement, l'éducation pourra permettre. Et l'enfant ne pourra jamais par lui-même le faire. C'est pas possible. C'est pas possible parce que l'enfant récapitule des phases où il vit sous le règne de l'autorité extérieure. Et ça, on n'y fera rien. Quand bien même qu'on voudrait croire, qu'on voudrait enseigner dans toutes les plus belles chaires d'université, que l'enfant n'ait pas cette récapitulation où il doit se rendre digne aux yeux des dieux, eh bien, on ne changera jamais la nature humaine. Donc, l'enfant étant ce qu'il est, il faut que le parent soit ce qu'il est aussi. Et arrive à apporter cette autorité nécessaire. Mais ça, c'est un apprentissage. Avoir l'autorité, c'est un apprentissage. Il n'y a rien de plus difficile sur la terre qu'avoir l'autorité. C'est facile de ne pas avoir l'autorité et d'obéir. C'est facile à la limite. Bon, évidemment, lorsqu'on a un certain entraînement, ça devient facile. Mais avoir l'autorité, c'est jamais facile. Une personne, un parent, c'est ça qui est difficile. Un parent ne peut jamais prendre l'habitude de l'autorité. On peut prendre l'habitude de l'obéissance, parce que c'est un mode ancien d'évolution qu'on doit récapituler. Mais on ne peut pas prendre l'habitude de l'autorité, qui est un mode futur d'évolution, puisque le parent, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant récapitule ses phases antérieures. Le parent prépare les lignes de force de son évolution future, où il aura pleine autorité sur lui-même. Alors évidemment, il ne peut pas se reposer. Hein? Il ne peut pas se dire, maintenant, j'ai l'habitude d'être parent. Puisque à chaque jour, il va se produire, ou éducateur, c'est la même chose. À chaque jour, il va se produire des situations différentes. Il va être confronté à des problèmes qui sont tout à fait autres, puis il va devoir composer. C'est là que l'adulte développe son pouvoir qu'on appelle d'épigénèse, c'est-à-dire de ne pas seulement répondre à une cause, hein, d'avoir ce rapport causalité, de causalité, c'est-à-dire cause à effet, mais tout à coup, hop, faire jaillir quelque chose de neuf. Et puis se dire, tiens, là, c'est comme ça que je devrais agir. Parce qu'il apprend à être un Dieu créateur, il apprend à avoir autorité sur la matière, parce que l'homme, éventuellement, aura autorité sur la matière, et l'enfant lui sert dans cette tâche d'apprendre cette autorité sur la matière, comme le parent sert l'enfant dans cette tâche d'apprendre à développer l'autorité qui deviendra intérieure. Donc, le parent comme l'enfant ont des leçons à apprendre, et le parent a une leçon très, très importante dans ce contrôle éventuel de la matière, qui lui permettra, dans des âges futurs, d'avoir le doigté nécessaire et l'autorité suffisante pour prendre de la matière et l'ordonner selon ses propres plans. Et s'il n'a pas été capable d'éduquer un enfant, s'il n'a pas été capable d'éduquer un être qui a quand même de lui-même une structure, il ne sera jamais capable d'élaborer ses plans fondamentaux pour la création de futurs univers. Hein? Les ésotéristes veulent tous être des dieux. Hein? Mais ils ne veulent pas de discipline, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ça ne va pas, ça. Si on veut être un Dieu créateur, il faut avoir la discipline d'apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller dans un milieu d'éducation sérieux et puis pas avoir de discipline, puis pas faire d'effort pour apprendre? Il n'y en a pas. Il faut toujours faire un effort. Bon, ben cet effort fondamental, hein, que le parent doit faire, c'est ça sa responsabilité de parent. Et il y a un lien très étroit entre responsabilité et connaissance. Puisque lorsque vous avez la connaissance, vous avez des responsabilités supplémentaires. Mais lorsque vous avez une responsabilité, vous avez fait le choix de donner naissance à un enfant. Là, vous devez avoir les connaissances qui sont en rapport avec cette responsabilité. Et c'est pourquoi les parents doivent être des étudiants perpétuels, des étudiants du grand livre de la nature, de la vie, hein, et des étudiants des principes invisibles qui régissent cette vie, qui régissent ces enfants, qui régissent ces êtres. Et à partir de ces principes invisibles, être en mesure
d'apporter la direction nécessaire pour que l'enfant puisse se développer. Et je terminerai sur ce que j'ai utilisé pour introduire l'Épître à Timothée. Tenir ses enfants dans la soumission de manière digne. Et ensuite, vous pourrez avoir des rôles plus importants. C'est ça qu'il dit finalement. Vous pourrez devenir évêque. Bon. Vous pourrez, à partir de ce moment-là, faire un travail de pasteur à l'échelle planétaire. Mais avant, vos enfants. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont proches, c'est là que vous devez apprendre. Alors, c'est une mission fantastique, extraordinaire, merveilleuse que d'être confronté à des enfants en tant que gardien de garderie, en tant que éducateur dans les milieux scolaires, milieux préscolaires, en tant que parent. Parce que c'est là que l'homme apprend véritablement à devenir cet être autonome, parfait, intégral, et cet être de commandement, cet être d'autorité, qui plus tard aura autorité sur le monde et pourra ordonner aux démons de ce monde, dont l'anagramme est le même mot, aux démons de ce monde de se retirer. Lorsque la personne aura eu autorité d'incarner l'esprit d'un enfant, hein, parce que c'est difficile, parce qu'à 21 ans, et puis avant, évidemment, il faut que la transition se fasse, alors le parent doit tranquillement se retirer à mesure que l'esprit descend dans l'enfant, et puis assurer la transition. C'est pas facile, ça. C'est très difficile. Il y a des parents qui restent accrochés toute leur vie à l'autorité qu'ils ont sur leurs enfants, ou des parents qui n'ont jamais d'autorité. Les deux, c'est pas bon. Hein? Mais cette transition qui se fait progressivement, c'est une transition qui enseigne la plus haute leçon que cette planète Terre peut donner à un esprit en incarnation. C'est-à-dire être en mesure de permettre à l'esprit de descendre, de s'incarner dans quelque chose, soi-même participer à cette descente, et se retirer lorsqu'il le faut. Voilà ce qu'on a à apprendre sur la Terre, à devenir des créateurs, c'est-à-dire à attirer une certaine force dans les plans inférieurs et soi-même se retirer lorsque le moment est venu pour laisser l'autonomie de développement de cette chose que l'on vient de créer. Voilà le rôle d'un créateur. Voilà pourquoi les Élohim se retirèrent en Atlantide. Il faut savoir se retirer aussi. Voilà un autre aspect de l'éducation qui doit être là, faite au niveau des parents. Savoir se retirer lorsque le temps est venu. Mais intervenir aussi lorsque le temps est là. C'est une question de temps, c'est une question d'intervenir au moment précis où on doit intervenir. Et c'est une intervention qui mérite des applaudissements nourris. Je sais qu'il y a des éducateurs dans la salle et qui apprécient beaucoup ce genre de conférence. On a maintenant une pause de 20 minutes et on va revenir en votre compagnie avec vos questions que vous nous ferez parvenir ici sur la table, s'il vous plaît.